La justice étant une vertu au centre de l'éthique socratique, Xénophon nous l'expose principalement dans ses Mémorables. Dans le chapitre 4 du livre 4, Socrate tente de convaincre Hippias, qui est un fervent critique des lois et des conventions, que l'obéissance aux lois est un acte juste et nécessaire à la cohésion sociale. Autrement dit, Socrate associe la justice à ce qui est légal ou conforme aux lois. Voici un résumé du passage 12. Après avoir entendu Socrate discourir à propos de la justice, Hippias, perplexe, réagit précisément à sa déclaration, selon laquelle la justice consiste en l'observation des lois. Il ne comprend pas ce que Socrate veut dire par conforme à la loi et par juste. L'explication que lui donne Socrate contient deux parties. La première se réfère aux lois écrites et la deuxième aux lois non écrites. Pour s'expliquer davantage, Socrate demande d'abord à Hippias s'il sait ce que sont les lois de la cité. Hippias lui répond: Des conventions que les citoyens ont faites pour déterminer ce qu'il faut faire et ce dont il faut s'abstenir. Socrate déclare ensuite: L'obéissance aux lois de la cité, telle que comprise, est juste. Plus loin, Socrate introduit un autre genre de lois, c'est-à-dire les lois non écrites. Interrogé sur celles-ci, Hippias pense qu'elles sont observées uniformément dans tous les pays et qu'elles sont d'origine divine. D'où la nécessité de parler de la législation. Pour évoquer ce concept, l'Athénien en savoir Platon part de l'idée selon laquelle toute cité est dans un état de guerre non déclaré avec toutes les autres. La législation devrait être conçue de façon à donner la victoire à la guerre. L'Athénien fait facilement admettre à ses compagnons que le même principe s'applique aux relations entre villages, entre familles, dans un village et entre individus. Il admet ensuite que chaque individu est en guerre avec lui-même et que la victoire sur soi-même est la plus importante de toutes. Cela permet à l'Athénien d'inverser le sens de l'argumentation et d'affirmer que famille, village et cité ont besoin de remporter la victoire sur eux-mêmes, ou comme nous pourrions dire, d'être supérieurs à eux-mêmes. Une cité dans laquelle les meilleurs éléments assurent la victoire sur les plus mauvais pourrait être appelée supérieure à elle-même, tandis qu'une cité où les citoyens injustes se sont associés pour asservir les justes pourrait être appelée inférieure à elle-même. L'Athénien imagine alors une famille où il y a une querelle entre frères justes et injustes, et où on fait appel à un juge pour trancher la question. Le meilleur juge ne serait pas celui qui anéantirait les mauvais frères et permettrait aux bons de se gouverner eux-mêmes, ni même celui qui amènerait les mauvais frères à se soumettre de leur plein gré aux bons, mais celui qui réconcilierait les factions et qui, en leur donnant des lois, les rendrait capables de vivre en amitié les uns avec les autres. L'Athénien applique alors ses idées à la cité. Le meilleur législateur s'inquiéterait davantage des guerres civiles que des conflits extérieurs et chercherait à éviter de telles guerres en créant la paix et l'amitié. Le véritable but auquel doit tendre la législation, c'est donc la paix et l'amitié plutôt que la guerre. En guise de résumé par rapport au processus de l'état de nature jusqu'à l'incarnation de la justice, on retiendra pour l'essentiel deux positions qu'on pourrait réduire à celles de Rousseau et de Hobbes. Pour Rousseau, à l'état de nature, les hommes vivaient isolément, seuls et étaient animés d'une infinie bonté. Quand l'homme voyait son semblable, il préférait le fuir plutôt que de le combattre. La raison à cela est que la nature prévoyait à tous ses besoins, ce qui lui permettait d'éviter son semblable. Pour se multiplier dans cet état de nature, hommes et femmes se rencontrèrent de manière fortuite et une fois leur désir satisfait, ils se séparaient comme ils s'étaient rencontrés, chacun allant de son côté. Tandis que pour Hobbes, l'homme à l'état de nature était un loup pour l'homme.
Contrairement à Rousseau, pour qui l'homme était un grand enfant à l'état de nature. Sa raison était tout simplement à l'état de perfectibilité. L'homme chez Hobbes est cet homme devenu que nous sommes, capable de réfléchir et de ruser. C'est un état de guerre généralisé. La guerre de tous contre tous, où être plus fort physiquement ne supposait pas remporter un combat. Les plus faibles pouvaient être des vainqueurs en usant de la ruse. Objection. Vas-y. On reproche aux théoriciens de l'état de nature et du contrat social d'être en dehors de l'histoire, d'être prisonniers de l'imagination de la science-fiction. Dès lors, on pense que la société est sans origine et que les hommes ont toujours vécu ensemble. Rousseau lui-même le reconnaît, car il a avancé l'idée selon laquelle l'état de nature n'a pas existé dans l'histoire, mais qui lui a tout simplement servi d'hypothèse de travail. Pour les sociologues, les hommes ont toujours vécu en société et Durkheim soutient que la forme de société la plus ancienne et la plus primitive est le clan, ensemble de familles. Le clan, en se développant, va donner naissance à la tribu et à l'ethnie. L'ethnie va donner naissance à la nation. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas parler de l'incarnation de la justice sans pour autant parler ou évoquer l'origine de notre vie en société, afin d'aboutir aux normes sociales. Et n'oublie pas que nous sommes en philosophie, où chaque réponse fait l'objet d'interrogations perpétuelles. Allez, on continue. Mais ce sera dans le prochain épisode, où on aura à voir d'autres concepts, notamment les normes sociales. On va traiter aussi l'individu et la société, ainsi que la normalité, nature et culture. Merci.